Pour moi, les matchs de foot, ouais, c'est des orgies sans avoir besoin d'y aller génitalement. Bonjour Trigor, eh bien, j'ai pu suivre l'interview pendant ces 4 heures avec Mathieu. Ce que j'ai noté, puisque l'idée c'était de découvrir qui tu es, Trigor, de découvrir ton point de vue, ton regard sur ton histoire, regard sur le monde en général, et ce qui se passe avec Mathieu, j'ai noté, et c'est ma façon de reformuler, donc à toi de me dire si c'est pertinent ou pas, ou si je trahis tes propos, qu'à un moment donné, tu avais constaté qu'il y avait pas mal de gens qui avaient polissé leurs démons intérieurs pour protéger leur couple, que parfois un adulte libre pouvait capituler justement en laissant tomber certains de ses démons au profit du couple, de la sécurité du couple. Et tu évoquais aussi quand même que c'était potentiellement un stratège, parce que une fois que tu connais un peu mieux ton partenaire, bah, tu as moyen, ou ton féminin masculin quand je dis partenaire, tu as moyen aussi d'augmenter la dose de manipulation, justement en jouant sur ton énergie, et en limitant peut-être la créativité et mettre de côté ses pardons, ou en tout cas les parts qui pourraient déranger le ou la partenaire au profit d'une manipulation plus grande. Est-ce que j'ai bien résumé tes propos dans ton intervention avec Mathieu? Résumé, je sais pas, mais ouais, enfin, Tu les le précises si tu veux. prisme d'éclairage me paraît bon. C'est rigolo que tu aies parlé d'une part démon. Oui, C'est pas un mot que j'utilise. oui, Après, enfin, tout ce que je raconte sur le connard et la salope intérieure, je le raconte selon mon prisme. Et je crois pas que on a tous le même prisme. Par conséquent, ça va vous demander à vous de bosser pour découvrir à travers votre propre prisme, c'est quoi le connard intérieur, c'est quoi la salope intérieure. Tu vois, moi je peux témoigner, mais c'est largement insuffisant et sous-documenté. Faut prendre comme ça mes propos. Donc je salue ton intention d'en faire une synthèse, mais la question c'est qu'est-ce que tu aurais aussi toi à apporter pour compléter. Quelle est ton expérience, que ce soit amoureuse ou en amitié, ou même parfois dans la famille, de ces trucs-là? Est-ce que tu le détectes et comment tu le détectes à ta manière? Et tu vois, je serais plutôt dans un truc comme ça. d'accord. Renvoyer l'interlocuteur à partir de ta grille de lecture. Renvoyer à l'interlocuteur de se Bah questionner. toi. Oui, à moi tout de suite. D'accord. Mhm. Question directe. Plus je vais sans doute connaître mes interlocuteurs, plus consciemment ou inconsciemment je vais sentir certaines failles ou certains, mais même par le paraverbal, sentir certains sujets tabous, plus quelque part je gagne en puissance puisque je peux décider d'y aller ou de ne pas y aller. Donc je suis potentiellement de plus en plus manipulateur en connaissant mieux et en analysant mieux mon interlocuteur. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux en faire une synthèse, tu ne peux la faire qu'à partir de ta propre expérience de vie et de ton propre connard intérieur. Ça va être là ton point de départ à toi, tu vois. Et, euh, et c'est ça qui m'intéresse, du coup. C'est comme si c'est moi qui t'interviewe. Ah, tu peux, c'est ouvert pour ça. Ça me fait penser à, du coup, si je vais chez moi, à ce que j'appellerais la manipulation douce ou la manipulation éthique, si je mettais presque de la morale dedans, mais ma morale, à de la manipulation très égocentrée pour uniquement, effectivement, jouir de la situation, jouir du côté marionnettiste, jouir du côté toute puissance et pas le partager avec là ou les personnes qui seraient en face. Et mon envie, c'est d'aller partager ça, voire même d'en rigoler avec du second degré en interrogeant la situation, ce qui peut aller vers l'analyse transactionnelle que tu as cité en fin d'interview tout à l'heure. Parce que, après tout, ne pas être, et c'est le plaisir d'être avec des atypiques, ne pas être dupe de certaines situations, c'est aussi se sentir moins seul, c'est aussi se sentir finalement plus outillé qu'en début de vie, ou simplement c'était aberrant, ou simplement ça n'avait pas de sens. Et là aujourd'hui, on accepte éventuellement ce manque de sens, j'accepte ce manque de sens, j'accepte parfois aussi
euh, la vacuité de certaines choses. Mais au moins, si on peut en rire, il y a une démarche artistique à pouvoir en rire ensemble. Et il pourrait y avoir de ça. Hmm. Est-ce que ça répond à ce que tu avais Ah, envie mais grave, grave. comme Ouais. interrogation à mon propos? Euh, Tu as évoqué à un moment donné avec Mathieu ton propre couple où tu essayais de laisser de la place dans celui-ci pour ton connard intérieur et la salope éventuellement avec qui tu pouvais partager des moments de vie. Et que ce qui est, si j'ai bien compris, c'était pour toi une autre forme de couple que simplement le côté instinctif de on joue finalement à relationner sans vraiment savoir ce qui se Hmm. passe. Là, je trouve j'ai eu l'impression qu'il y avait une conscience, je vais faire une métaphore, une conscience de peut-être dans un autre moment de nos vies, on aurait été à l'instinct et on aurait joué ensemble. Ok, jouons ensemble, mais cette fois-ci en sachant que nous le faisons ensemble, et ce qui vient réunir nos parties, c'est-à-dire que je ne nie pas et je ne castre pas ma partie connard intérieure. Tu ne castres pas non plus tes parties qui permettent de prendre le pouvoir sur moi. Et c'est vrai que je reviendrai tout à l'heure sur peut-être la définition de salope telle que tu l'entendrais toi, et partager peut-être ma vision de ce mot quand je l'emploie. Mhm. Donc on sait que tous les deux, on a ces parts-là, mais après tout, plutôt que de les renier et d'adoucir, laissons-le vivre, mais on peut en parler, c'est pas tabou, et on peut jouir ensemble de ces parts-là aussi dans notre couple. Est-ce que c'est Ouais. pertinent? Ah, mais oui, oui, grave. Ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des Et discussions autour de ça avec la personne qui ah partage bah des moments oui, avec toi? bien sûr, mais c'est les principales discussions. Parce que aussi, que ce soit, mais pas que sur nous aussi, sur les couples des amis, par exemple, où on voit les petites histoires, les petites magouilles. C'est ce qui a un peu de vivant chez tout le monde, quoi. Donc, une fois qu'on s'autorise à parler de ça, euh, je vais pas dire qu'on résume tout à ça, mais ça simplifie beaucoup de choses, on va dire. Ça simplifie beaucoup de choses. Et tu parlais de relations charnelles au début. En fait, je pars du principe que les petites duperies du connard intérieur et de la salope intérieure pour prendre le pouvoir ne sont qu'une extrapolation de notre animalité. C'est un peu une hypertérie. Et sauf que on voudrait se vivre comme des animaux civilisés qui ont oublié qu'on était des animaux. Et donc on a occulté ça. Et on veut plus voir ça en face, on veut oublier. Et puis quand ça apparaît de manière dégueulasse dans la société, on est choqué, on fait la mijaurée. Oh, comment c'est possible? Non, non, non. Mais si on se souvient qu'au fond, tout ça, c'est simplement des petits jeux animaux, c'est même pas si grave et même pas si choquant que ça, en fin de compte. Et, euh, et c'est souvent le sujet. C'est souvent le sujet quand il y a une nana qui se fait harceler ou mettre une main au cul par son patron. C'est souvent le sujet quand il y a un mec qui est victime de médisance de ses collègues de travail pour se faire virer. Conspiration de salope ou débordement de connard. Enfin, et c'est présent dans chaque strate de la société et notamment dans les strates très rigides. C'est là qu'il y a le plus de connards et de salopes qui prennent le pouvoir. Mais tout en faisant mine que c'est pas le sujet. Que le sujet, c'est la société, c'est l'État, c'est les procédures, monsieur, vous comprenez, les ordres sont les ordres. Mais non, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est toi et ton connard intérieur qui veut jouir en ayant une bonne raison de jouir. Une raison officielle validée par un contrat de travail. Tu vois, dans certains pays moins procéduriers, tu te prends un PV ou je sais pas quoi, tu files un petit billet au policier, tu t'en sors sans PV, tu vois. Il y a un truc beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus animal. Ah, mais toi, tu veux juste des ressources. Tiens, des ressources. Zou, terminé. Euh, et c'est pour ça que dans la vidéo qui fait le buzz avec les deux complotistes qui disaient je ne contracte pas. Tu vois, je sais pas si tu avais vu ça. Ils ont eu beaucoup de critiques et de moqueries de gens qui disaient ils se sont pris en pleine face le principe de réalité. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à un policier, bah, il défonce ta vitre et tout.
Mais c'est pas le principe de réalité, ça. Ça, c'est un sacrifice. Le sacrifice n'est pas le principe de réalité. Ça, c'est ce qui arrive dans un pays où les gens obéissent aux ordres, où les gens sont devenus procéduriers pour oublier leur humanité et se donner le droit de jouir par un contrat de travail, pour se donner le droit d'être des connards et des salopes par contrat de travail. Il y a d'autres pays où les gens sont restés un peu plus à la fois bas, mais au sens humain du terme. Au sens, on s'arrange avec un petit billet. On appelle ça de la corruption. Je trouve ça plus humain, quelque part, que ce qui peut se passer sous un régime gouvernemental. Tu vois, comme quoi la corruption n'est pas forcément la corruption, mais parfois son inverse. Et tout ça pour dire, voilà, le connard et la salope intérieure sont le sujet, pour moi, de beaucoup d'événements, alors que tout le monde fait genre que c'est pas le sujet pour ne pas avoir à l'assumer. Donc, si je comprends bien, pour toi, le fait de mettre tout un tas de procédures, tout un tas de hiérarchies, puisque à un moment donné, je voulais aussi t'entendre par rapport justement à ces jeux cadres supérieurs dans les entreprises et tout ce que ça engendre en violence derrière. Mais de ce que je crois comprendre de ton point de vue, et je le rejoins, c'est plutôt qu'accepter notre humanité, c'est-à-dire notre part animale, c'est-à-dire notre sexualisation, c'est-à-dire le fait de prolonger l'espèce, et que ça vient dans toutes les strates de notre pensée, nous titiller toutes les, je sais pas, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, j'en sais rien. Mais même dans les jeux de mots, mais même dans les jeux de séduction, même dans les jeux d'humour. Monter sur scène pour être aimé, mais c'est presque parfois physiquement incarné. Tout ça, tous ces biais, c'est pour éloigner cette impression que nous sommes profondément humains, profondément instinctifs, profondément dans une recherche d'accouplement et connectés à nos instincts. C'est une sorte de surcouche, de glaçage, de vernissage pour ne pas aller regarder ça. Est-ce que ça parle pour toi, ce que j'évoque? Ce regard-là, parce que toi, du coup, tu redescends vers l'animal qui est en nous pour interpréter les choix, si je comprends Ouais, bien. mais pour autant, je parlerai pas d'accouplement, parce qu'il n'y a pas forcément accouplement dans cette forme de sexualité-là. En fait, je pense pas Jouissance, que ouais. ouais, plutôt de jouissance. Et je crois pas que le but d'un humain, ça puisse être de se reproduire. On dit Ok. souvent reproduire l'espèce, tout ça, le sexe, ça sert à reproduire l'espèce, tout ça. Je crois pas à ça. Euh, je pense que c'est un malentendu quand ça arrive et que la plupart du temps, déjà la plupart du temps, les gens font l'amour non pas pour se reproduire, mais pour le plaisir de la chair. Et les hétéros sont les derniers à l'assumer quelque part. Tu vois, ils sont ils sont même pas arrivés dans la liste LGBTQIA2S+, des orientations sexuelles qui font l'amour pour le plaisir de faire l'amour. Ils sont pas encore dedans, parce qu'ils ne sont pas encore rendus compte qu'eux aussi en faisaient partie. Euh, Parce qu'ils ouais, ils croient encore en ce truc, je dois reproduire l'espèce. Tu vois, j'ai une mission, ma vie a un sens, trop bien. Mais je crois que toute la biologie évolutionniste nous apprend, notamment le gène égoïste de Richard Dawkins, nous apprend que c'est pas nous qui nous reproduisons, c'est le gène égoïste qui se reproduit malgré nous, en se servant de nous et en nous mettant en danger même. Donc, ça sert à rien de s'inquiéter pour la reproduction d'espèces. T'inquiète pas pour ça, le gène égoïste s'en occupe déjà très bien. Tu vois. Et ça sert à rien de s'en faire une mission. La mission est déjà prise par le gène égoïste. Bon. Donc, voilà, je ne crois pas en cette nécessité de l'accouplement. Je ne crois pas que dans les modes de jouir et de ne pas jouir, il y a la nécessité de l'accouplement. Par contre, il y a quelque chose qui reste de l'ordre du sexuel, mais pas au sens reproductif. Et du coup, je ne crois pas que l'énergie sexuelle a, a une vocation intrinsèquement reproductive. Je crois qu'il y a plus une exaltation dont le vivant s'est arrangé pour faire en sorte que la reproduction passe par là. Ok. Est-ce que ça serait connecté au besoin de se sentir puissant, y compris dans les jeux, Oui, là encore, d'entreprise, où je domine l'autre, donc je me sens puissant, par ouais. opposition à si j'étais dominé? Tu peux te sentir puissant aussi en soumission, en Oui. te soumettant,
mais en te soumettant tellement que tu traumatises l'autre d'amour. Tu vois, il y Ouais, a... le faux semblant de je suis dominé, mais en fait c'est moi qui mène la danse, parce que si je fais pas ça, l'autre n'a rien. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais. Mhm. Et oui, ouais, ouais. Ok. Ah oui, c'est ça. T'as dit le mot puissance, c'est peut-être le seul point commun du connard et de la salope intérieure. C'est Hmm. ce qu'ils veulent tous les deux, c'est de la puissance. Et ça, c'est rigolo parce que c'est un. Tout à l'heure, Mathieu m'a demandé si c'était occidental ou pas comme compatible comme truc. Et ben, puisqu'en Occident, la quête de puissance est tabou depuis les heures les plus sombres de notre histoire, je crois. Par conséquent, l'énergie sexuelle ou le connard et la salope intérieure, c'est tabou. Mais ça revient en force, je remarque, par exemple, avec les populations immigrées, qui n'ont pas cette culpabilité historique, qui ne portent pas le fardeau d'une quête de puissance et de pouvoir qui est partie en couille, et qui, dans leur culture, notamment dans les œuvres musicales ou cinématographiques, exaltent beaucoup plus facilement euh, le fait d'être des connards ou des salopes. Tu vois, C'est plus tu, tu, facile de l'assumer. ouais, tu regardes sur Instagram ou OnlyFans, tu as beaucoup plus, je crois, de beurettes qui se revendiquent de Tanaland que d'européennes blanches. Tu vois, ou pareil, les gros machos virilistes, j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est plus facilement des blacks ou des maghrébins qui vont avoir cette culture-là que des blancs. Mais parce que les blancs portent culturellement un poids de culpabilité de leur puissance qu'ils n'estiment plus souhaitable. Ok. En tout cas, je crois qu'il y a une blessure narcissique civilisationnelle comme ça que je crois observer. C'est voilà, c'est Et, ça. C'est que qui, t'as et qui été à fait que l'observation de ça et tu l'as ressenti comme ça. Ouais. et qui fait que la puissance est tabou, et parce que la puissance est tabou, Ouais. euh, voilà, le connard et la salope intérieure sont tabous aussi. Mais c'est beaucoup moins tabou Ok. chez qui ceux chez qui la puissance n'est pas tabou. Oui, on peut en parler puisque effectivement c'est pas tabou. Donc la connexion est tout à fait assumable. Ouais. Justement, le but, peut-être que ça a paraphrasé ce qu'on a dit juste avant, mais c'est pour être, je renfonce ça. Le but de la salope et le but du connard intérieur, c'est quoi? Parce que à un moment donné, tu as évoqué le but avec Mathieu, et le but de l'un et le but de l'autre, est-ce que c'est le même? Est-ce que justement c'est une notion de puissance? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu as moyen d'éclairer ça? J'ai dit tout à l'heure, le but du connard, c'est de pouvoir baiser. Le but de la salope, c'est de pouvoir ne pas se faire baiser. Ce qui veut pas dire qu'une salope ne va pas baiser. Ce qui veut pas dire qu'un connard va forcément baiser à chaque fois. Mais c'est le fait de pouvoir. C'est plus tu peux baiser des gens, plus t'es quelqu'un, plus t'es puissant. Ça veut pas dire que tu vas le faire. Hmm, Tu peux faire attention, tu peux, pouvoir. ouais. Et pour la salope, c'est pareil. Plus il y a des gens qui veulent te baiser mais qui ne peuvent pas te baiser, ça veut dire que t'es quelqu'un et que t'es le centre de l'attention et pour autant personne n'arrive à te mettre la main dessus. Tu es l'objet de désir ultime, la jeune fille convoitée à la mode, etc. Bon, tu vois. Voilà, je crois qu'il y a un truc grossièrement comme ça. Ok. Justement parce que parfois il m'arrive sur des interlocuteurs de définir ce mot de salope, parce que je l'ai reconsidéré il y a quelques années en disant c'est pour moi, dans mon utilisation, pas si péjoratif que ça, parce que je vois à l'intérieur et dans les amis ou les copains qui vont parfois utiliser ce mot, justement, beaucoup de frustration de ne pas pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Donc pour moi, la salope a de la puissance, c'est Et qu'elle a justement réussi. l'objet de Ouais. convoitise qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc la salope, c'est pas celle qu'on dévalorise, et pour moi, quelqu'un qui se fait traiter de salope, c'est justement celle qui est inatteignable. C'est celle qui dit oui ou qui dit non. Et c'est ma façon d'utiliser ce qualificatif-là, de dire en fait, c'est de valoriser en fait la puissance que tu es en train de toucher des mains, parce que en face, tu as des gens qui sont désirants, mais qui ne peuvent pas, sauf ton accord, aller plus loin. Et donc il y a bien de la puissance à ce moment-là, et qui est verbalisée par ce mot qui est censé être justement dévalorisant, mais qui, pour moi, trahit à quel point l'autre est en frustration en fait, de ne C'est pas ça. avoir le pouvoir suffisant pour changer la donne et le désir En qu'il y a fait, derrière. le mot salope est dévalorisant dans la mesure
où les hommes n'assument pas qu'ils sont frustrés et qu'ils sont en position de soumission. Et c'est là où les salopes ont un coup d'avance. Et c'est là où les mecs manquent de maturité émotionnelle parce qu'ils voudraient dominer à l'endroit où ils sont de fait soumis. Et moi, je crois à un truc qui s'appelle l'ordre naturel, qui fait que parfois on se retrouve dans une position de dominance, on peut l'assumer ou pas. Parfois, on se retrouve dans une position de soumission, on peut l'assumer ou pas. Mais c'est pas nous qui choisissons. Ça arrive. Et si moi, je veux dominer tout le temps, non, c'est que je suis juste en train de pas assumer les moments où il y a une nana qui me fascine et où je suis à Ah. ses pieds, mais je me raconte que non et que en fait c'est une salope parce qu'elle veut pas baiser. Non, non, non. Tu vois? Non. Tu Je suis voudrais en dire qu'il y a une position sorte le dominant continu, ce serait une sorte de course à justement ne surtout pas se retrouver en position de dominer? Ouais, pour moi, le dominant continu, c'est quelqu'un qui s'est accroché à sa chaise sur le petit schéma des dominations narcissiques là, que j'ai fait. C'est quelqu'un qui est très bien dans la position homme-bête et qui veut surtout pas se retrouver à l'opposé, parce que ça le mettrait en position d'homme pantin, alors que c'est ce qu'il est à cet endroit. Donc il veut pas assumer ce qu'il est pourtant à cet endroit, et donc il va péter un câble et devenir un gros bébé furax qui va user de violence ou de procédés destructeurs pour ne pas regarder la réalité en face. Et c'est là que s'opère un sacrifice, du coup. Le sacrifice, c'est un déni de réalité actif. Et ouais, pour moi, il y a toujours une danse entre domination et soumission qui se fait qu'on peut acter, assumer ou pas. Et plus on l'assume, plus c'est sain et c'est plus un problème. Enfin, il y a plus de problème c'est le problème que ça pose habituellement, c'est de domination, nanana. C'est plus des problèmes quand on assume sa vraie place. Sachant que cette vraie place, cet ordre naturel, j'aime bien dire qu'il y a une autre manière de le nommer, ça s'appelle la révolution permanente. Et c'est rigolo parce que l'ordre naturel, c'est un truc qui est fantasmé par la droite, et la révolution permanente, c'est un truc qui est fantasmé par la gauche. Et en fait, c'est les deux phases d'une même pièce qu'on découvre quand on assume ces trucs-là en temps réel, en fait. Et je pense qu'en théâtre d'impro, on doit jouer avec ça facilement. Oui, oui, puis ça me renvoie aussi, quand tu dis le revers de la pièce, aux théories que peuvent exposer Franck Lobvet sur justement ces notions de tu regardes d'une certaine façon, mais regarde l'autre côté. Il y a toujours le revers de la pièce. Ça peut être un bénéfice par rapport à une posture. Ça peut être effectivement, comme tu disais tout à l'heure, je me sens Ouais, puissant, mais en réalité, je suis dans l'autre posture si je le regarde autrement. Et ouais, oui, en jouant en improvisation, on joue justement à switcher pour jouer de ces contrastes. ouais. J'allais dire pour jouer, pour jouir, et on est pour jouir de ces contrastes. Tu disais que de ton point de vue, bah, tu peux considérer la vie comme un jeu. Ça veut dire que justement ce jeu de dominant-dominé variable, tu parlais tout à l'heure enfin, tu faisais ce mouvement-là pendant l'interview à un moment donné, donc pour moi c'est le variable, on passe d'une posture à l'autre. Dans le cadre du couple, c'est plutôt quelque chose de sain de ton point de vue et que que tu as réussi à mettre en place désormais dans ta vie. Je dirais pas que je l'ai mis en place parce que tu le choisis pas. Tu peux que le Ok. reconnaître. Mhm. Mais je pense que c'est présent dans tous les couples. Enfin, je le vois dans tous les couples, de toute façon. Donc, D'accord. Mais tu n'en as pas fait quelque chose que tu verbalises et avec lequel tu joues, façon jeu de rôle en fait, hein. ah, si, ça a pu m'arriver, mais en fait, ce qu'on verbalisait, c'était dans des moments de blocage. Quand quelqu'un s'accrochait à son siège, c'est là où on se mettait à le verbaliser, mais ça ne faisait qu'appuyer la crispation, donc c'était pas si fonctionnel que ça. T'es en train de chercher qu'est-ce qui serait fonctionnel, c'est ça, pour fluidifier? Je me demandais pour bénéficier en mode vampire de ton expérience par rapport au couple justement. Si je reviens en arrière dans mes couples, bah, j'allais pas interroger tout ça, c'était tellement tabou et de la matière chaude que voilà, on vivait, on oublie, on boude, on fait ce qu'on veut. Là, je suis dans une autre période de ma vie, mais je me demande justement en expérientiel et je prends avec beaucoup d'intérêt les témoignages que je peux entendre. Ce jeu de dominant-dominé qui évidemment peut se repérer quand tu Ah, ok. t'intéresses à ces sujets-là. Est-ce que vas-y, Déjà, ouais, j'appelle pas ça dominant-dominé. d'accord, vas-y, Je crois pas au mot dominé. d'accord, Mais je dirais plutôt dominance-soumission. ok, très bien, Dominance et soumission, parce que ce sont deux rôles actifs.
Et c'est tout un taf de dominer quelqu'un, c'est tout un taf de se soumettre à quelqu'un. Et oui, ça se travaille par le jeu. Ça se travaille par le jeu. Et avec beaucoup de communication et de précaution et de trigger warning au début, enfin, ça peut aider, quoi. Voilà. L'univers du BDSM, pour toi, ça te parle comment, du coup? C'est pas un truc Parce que qu'on je retrouve dominant, on prétends retrouve... connaître. Ouais, Ouais, ap- d'accord. apparemment. Voilà. Je pense que c'est des gens Ok. qui, avec leurs propres mots, racontent peut-être la même chose que moi. Je pense qu'on ne fait que Ok. découvrir des trucs. Ouais. Mais cette population-là, dans leurs témoignages, je dis pas qu'il faut nécessairement pratiquer pour pouvoir étudier, n'ont pas, ça n'a pas été une source d'observation aussi intéressante qu'OnlyFans dont tu parlais tout à Non, non, l'heure. parce que ceux que je connais qui sont dans ces mondes-là sont très attachés à leurs étiquettes. Ah, Moi, je suis un dominant. Elle, c'est une grosse soumise. ah, Ah, moi, je suis une hyper soumise. ah ouais. Et, alors qu'en vrai, c'est pas ce qui se passe. Dans La l'ordre variation n'est naturel, pas à l'ordre du jour. D'accord. ouais, c'est ça. Ah, Donc les ok. gens se racontent des trucs, mais c'est pas ce qui est vécu. Du coup, ils m'ont pas forcément donné les réponses que j'attendais, donc voilà. J'ai pas. D'accord. Après, je Ok. connais Bah, merci pour l'expérience. pas. Je pensais que c'était plus souple que ça sur Mais, la mais posture des rapports. Dans ceux que tu connais, j'entends, hein. ouais, voilà, je les connais pas tous, hein, donc. Oui, il y a Louze ou avec des numéros de téléphone au bout. Non, puis j'ai un. C'est pas mon truc. C'est les gens qui se rencontrent juste pour l'acte sexuel, c'est pas un truc qui me parle en soi. Qu'est-ce qui te... Voilà, tu as une idée de ce qui te met à l'extérieur de ça? Ça me paraît artificiel. Ok, Je préfère quand c'est naturel, je crois. Même si peut-être que je rate des trucs, peut-être pas, je sais pas. ok. Quand tu me dis c'est peut-être c'est pas assez naturel, en même temps je repense à cet énorme schéma d'analyse que tu as pu produire, qui est très dense, qui est très complet, mais qui vient justement mettre du rationnel sur le naturel. Voilà, c'est juste, mais on revient sur les revers de la place. Je m'amuse avec toi. C'est vraiment un clin d'œil de ce besoin. Et puis, j'imagine, et peut-être que tu me diras le contraire, que ce besoin qui peut exister de schématiser ou de comprendre, d'analyser, a un lien aussi avec des épisodes douloureux qu'il y a eu avant, d'incompréhension, de pas avoir anticipé. Tu as évoqué à un moment donné le fait de pouvoir anticiper les coups de Trafalgar, parfois dans les relations business ou dans les relations amicales, quand tu disais, je crois, je peux vous voir à l'avance un peu ce qui va pouvoir se produire en comprenant le moteur des gens ou euh, voilà, ce qui se passe à l'intérieur, la façon de jouir des gens, c'est ça que tu avais dit. Est-ce que c'est une notion, enfin, est-ce que tout ça a été développé pour justement, quand tu faisais éponge, mieux désormais pouvoir te protéger de l'intensité, de déception, de tout un tas de choses? Est-ce que ça vient réparer? Est-ce que ça vient protéger? Est-ce que tu t'as été regardé de ce côté-là? Non, parce que je suis plus déçu. Hein, hein. Quand je comprends les gens, je suis plus déçu. Je peux leur pardonner. Je peux leur pardonner à l'avance ou je peux même désamorcer le truc, crever l'abcès avant que. Et du coup, il n'y a plus de problème. Ok, donc tu en reviens à verbaliser pour crever l'abcès. C'est peut-être une manière de me protéger. Pas de me protéger, mais c'est plus comme si je me promenais avec une assurance qui parfois prenait soin de moi avant qu'un dégât arrive. Ok, et ça c'est important, d'être assuré. Bah, c'est chouette. C'est pas important, mais c'est chouette. Ok, qu'est-ce qui m'est venu? Oui, un concept que je touche pas du doigt, le fait de pardonner avant. Je trouve ça intéressant aussi. Tu as dit là, je pardonne avant même. Ouais, parce que parfois tu vois des choses venir. Elles sont pas, Et, elles sont pas encore arrivées, mais c'est déjà là, tu vois. et tu veux dire que ton expérientiel t'a prouvé que c'était viable et qu'il n'y avait pas tant de surprises que ça dans ce qui arrivait? Si, parfois je me fais surprendre. Parfois mes estimations étaient fausses, voilà. Et, euh, et ça fait bizarre. Mais
C'est vexant, égotiquement. Je crois que j'aime bien quand je prévois un truc et que ça se passe exactement comme je l'avais prévu. J'aime quand Ou un que plan se je, déroule sans accroc, très bien. voilà. Et en même temps, si moi je ne fais rien, je participe à la trahison qui peut m'arriver. Si moi, tu vois, c'est là où Ah, aussi je tu peux. deviens acteur. Si, Bah si tu ne oui, fais rien, tu deviens même acteur par passivité. exactement. Ok. Et c'est là Et ça, c'est où je peux encore plus prendre mes blessant, du coup. ouais, et c'est là où je peux prendre mes responsabilités. Tu vois. Ok. Et est-ce que ça laisse encore de la place à l'autre? Parce que si tu le comprends à ce point-là et que tu anticipes? Ou est-ce que c'est un jeu encore avec l'autre finalement, si t'es fort, tu vas réussir à me surprendre? Ce qui fait le tri, hein. À un moment donné, on a tous besoin de faire du tri autour de nous. C'est plus une question de est-ce qu'on se met à nu ou pas. Euh, est-ce que tu vois, est-ce qu'avec l'autre on va pouvoir parler des vrais bails ou est-ce qu'on fait encore semblant et arrivera ce qui arrivera quand les gens font semblant. Il arrive toujours les mêmes choses, en fin de compte. Tu vois. Donc, Et donc ça, pour en revenir au tri, c'est une façon de faire le tri? Ceux qui sont ouais. prêts à se mettre à nu avec toi? Ouais. Ouais, il y a un truc où je suis en train de retravailler mon cercle social dans un but d'assainissement. Je sais pas si on peut parler de tri, mais ouais, il y a un travail en ce moment que je mène là-dessus. Il y a Et la peur de la solitude, c'est comment par rapport à ça? ça va, j'ai pas peur de la solitude. Ok. J'ai plus peur de me fondre dans les autres. C'est de ça que j'ai peur. Tu peux préciser, tu veux bien me préciser ce que tu entends par Bah te de fondre avec les d'oub- autres? d'oublier ma personnalité et de d'être celui qui est attendu par les autres, tu vois, d'être une éponge. Ok, oui, revenir finalement dans la position que tu avais évoquée, ressentir à une époque de ta vie, Ouais, en tant qu'éponge, j'entends, hein. ouais. Oui, parce que ce truc-là, je l'aurai toujours. Ok. Ouais, et Et c'est réactif. ouais, c'est réactif, d'autant avec des gens qui vont être très neurotypiques. En fait, il y a qu'avec les neurotypiques que je vais faire l'éponge. Tu vois, avec des gens individués, bah non. Parce que c'est comme s'il fallait pas que je vexe les gens en étant moi-même. Parce que si je vexe trop les gens, ils vont se mettre à devenir violents, Ah, ou alors ils vont pas soit ça, mais soit ils vont pas s'en remettre. Et du coup, je me sens comme une mauvaise personne. Il y a un truc comme ça, très comme un enfant blessé chez moi qui a peur de vexer les gens, qui a peur de vexer les adultes, si je m'exprime vraiment. ok. Ce qui veut dire que c'est pas des adultes Si, en face, mais bon, bref. oui, je te rejoins. Et ça veut dire aussi que ta puissance dans ces cas-là peut pas se développer puisque tu peux pas montrer à quel point tu es puissant avec tes mots, avec tes concepts, avec ta vision. Tu es obligé de les protéger pour pas les blesser parce que tu as peur de leur propre violence, mais qui devienne une violence physique. Alors que toi, tu étais juste avec tes mots, avec tes questions, avec tes interrogations. Pas forcément une violence physique, Pas plutôt une nécessairement. violence Ok. relationnelle. C'est quoi une violence relationnelle? Une violence relationnelle, c'est être le bouc émissaire, ou c'est être celui sur qui on balance des ragots, enfin, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Ou celui à qui on fait des reproches. Je suis très sensible aux reproches. Et Ok. Sans prémunir, évite de bah, ressentir ça. ou alors ça me demande de me jeter à nu et d'assumer ma vulnérabilité. Et c'est un peu christique, quoi. C'est ok, je porte le poids de toutes vos déceptions, du fait que je sois moi-même et pas vous. Mais, enfin, tu vois, c'est Je con viens dit d'avoir comme l'image ça. de toi en haut d'un pont, les bras écartés, grand écarté, en train de faire le saut de l'ange. Oui. En te disant, j'espère que l'eau sera tiède et pas trop loin. C'est ça. Mais En tout cas, je te remercie de ça, en ce moment-là, enfin même avant, hein, mais de partager ce qui se passe par rapport à mes questions à l'instant. Je suis touché. Merci. bah, merci à toi. Parce que je sais que c'est des questions qui... Voilà, là, dans ce moment-là, ça vient toucher des choses, mais c'est ce que j'appelle les choses vraies. Mhm. Et ça peut résonner chez moi aussi.
quand tu évoques ça. Et donc, merci de me faire résonner ces parts-là. Ça veut dire que tu es en train de toucher chez moi des choses de l'ordre aussi de l'enfant blessé, de l'ordre aussi de l'expérientiel, de l'ordre aussi de ce que j'essaie de prendre soin. Mais ça, cet effet miroir, ça ne marche que quand effectivement l'autre aussi se met à nu. Sinon, on est chacun son opposition. Donc, je trouve ces moments-là très précieux. Et j'honore. Il y a ce mot-là qui est venu à un moment donné tout à l'heure dans votre interview. J'honore ces moments-là et merci d'y aller, voilà, d'avoir ce courage. Bah, ça me touche, merci. L'énergie sexuelle. Switch. L'énergie Vas-y, sexuelle, vas-y. tabou de la société. À ton avis, pourquoi notre énergie sexuelle est devenue tabou de la société? Qu'est-ce qui, dans nos sociétés en tout cas, là où je vis en France, pourquoi on est arrivé là? T'as une idée? Elle est tabou, mais en même temps, les gens parlent beaucoup de cul aussi, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai que c'est tabou. Et du coup, qu'est-ce qui est tabou? Si les gens parlent beaucoup de sexe, c'est pour moi, c'est que la sexualité, c'est une dimension, plus qu'une bête pratique. Est-ce que la sexualité, ça commence quand un pénis rentre dans un orifice? Est-ce que la sexualité, ça commence avant dans une caresse? Est-ce que la sexualité, ça commence dans un regard? Est-ce que ça commence quand une personne entend parler de toi alors que tu la connais ni d'Adam ni d'Ève, mais que tu rayonnes à travers les paroles de quelqu'un et du coup, t'intéresses déjà à quelqu'un qui n'a pas encore vu ton visage, tu vois? Et partant de là, on peut définir la sexualité de manière très stricte, comme de la copulation, ou de manière très permissive, et jusqu'où on s'arrête. Et moi, j'ai pas trouvé où m'arrêter. Si j'ai trouvé où m'arrêter, j'en ai parlé un petit peu, c'est l'énergie divine. C'est le moment de vie où l'excitation sociale n'est pas le sujet. Twerker dans une église, même moi qui suis bon jouisseur, c'est pas le genre de choses qui me fait rire, tu vois. Enfin, c'est dégage, tu vois. Euh, dans des moments de contemplation, même si j'ai pu avoir une obsession amoureuse ou un fantasme en tête, s'il y a un truc qui m'arrache la vue et qui je fais waouh, il y a rien d'autre. Il y a quelque chose qui a pris le pas sur cette énergie sexuelle, tu vois, qui l'a relégué à son niveau un peu plus bas et enfin qui l'a remis à sa place. C'est ça que je veux dire. Mais pour autant, voilà, ça a une portée très grande. Pour moi, c'est présent dans la politique, c'est présent chez les créateurs de contenu qui, pour moi, à partir du moment où tu es artiste ou créateur de contenu, c'est que tu as une énergie sexuelle qui se canalise là-dedans et qui est peut-être plus même présente que l'énergie sexuelle des neurotypiques qui doivent castrer un peu leur énergie sexuelle pour ne pas que ça éclabousse leur patron. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de scandales aussi, je pense, chez les influenceurs, chez les créateurs de contenu, des scandales sexuels, chez les stars. C'est parce que cette énergie-là est peut-être plus présente, ou en tout cas débordante, exaltée, moins castrée chez ces populations-là. Est-ce qu'on peut se Et dire qu'ils vont pouvoir d'autant l'utiliser dans leur rôle créatif que socialement, là, c'est autorisé. Et par contre, ce débordement pourrait pas être autorisé dans leur sexualité, comment appeler ça, naturelle. Ce serait le terme que j'emploierais pour, je pense que je peux être compris avec ça. ouais, c'est rigolo, Ou il y a des physique. métiers Physique. T'as raison, il y a des métiers où c'est autorisé quelque part. Ouais, ouais. Artiste, ouais. Euh, Tu Footballeur, peux. producteur de musique. C'est des métiers où c'est normal de se taper une armada de putes, tu vois, ou même de violer des gens. Enfin, il y a des affaires qui sortent, on n'est même pas surpris. Il y a des morales variables suivant les époques et suivant les contextes, ouais. Et Je suivant le constate ça métier. historiquement. Ouais. Et c'est peut-être aussi parce qu'ils font des métiers qui consistent à stimuler cette énergie sexuelle. Tu vois, l'énergie d'excitation de toute une armada de supporters de foot dans un stade, ça relève beaucoup plus de l'extase que de la contemplation d'un paysage ou tu vois, où on est dans l'excitation. C'est à quel point tu arrives à stimuler plein d'êtres humains au même endroit, quoi. Et c'est une forme de performance quelque part.
Là, je suis en train de te voir, du coup, sur une énergie sexuelle de groupe. Vraiment de groupe. C'est une orgie, du coup. Ouais, ouais, ouais. Bah, pour moi, les matchs de foot, ouais, ouais, c'est des orgies sans avoir besoin d'y aller génitalement. Et c'est pour ça que je parle de compensation par l'artistique, parce que là, ça va passer, ça va être accepté, même si parfois il y a des tableaux très transgressifs, justement, qui reviennent en boucle vers quelque chose de plus génital. Est-ce que il y a une intensité à être dans cette orgie-là? Est-ce que ça permet d'atteindre plus facilement l'extase? Bah, en tout cas, c'est le but, je crois. Et tant mieux pour ceux qui arrivent par ces moyens-là. T'as l'air distant de... Tu n'es pas dans les terrains de foot, Ah, je suis pas dans dans les les terrains de tribunes. foot. Quelle est Encore ta que, voie d'extase à toi? Parce que j'en encore que, sentais que le sens du regard était très important dans ton univers, que le sens, que le regard, le sens, voilà. Il y a souvent des mots que tu utilisais pour caractériser ce que tu vivais, ce que tu ressentais qui était lié à ton regard. Quelle est ta voie vers l'extase? Est-ce que tu en as une d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce que cette expérience d'extase te parlerait, de transcendance? je pense que j'en ai peut-être trop. J'en ai parlé tout à l'heure. Je dis trop facilement oui à beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, j'apprends à me calmer. J'apprends à plus aller, non pas vers la castration, mais vers une forme de contemplation. Et je sens que je me réalise de plus en plus dans des trucs nouveaux pour moi, comme faire du pain tous les jours, Ah. à la même heure. Euh, c'est bouleversant tellement ça me fait du bien. Ouais, je sens une émotion, et puis à quel point tu es sincère à ce moment-là. Et en même temps, le Et, décalage de me dire évidemment, ça a l'air parce que tellement simple. dans ces moments-là, c'est des moments de silence où je suis à ma place et je voudrais être nulle part ailleurs. Et, euh, et je suis au service de quelque chose qui me dépasse d'un procédé de fermentation, je ne sais même pas comment ça s'appelle, je ne sais même pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et, euh, et c'est juste trop bien d'être, de s'oublier, mais non pas au sens sacrifice, mais de se donner à, à un acte pour moi qui relève de l'art majeur. On parlait d'art tout à l'heure. Pour moi, j'essaie de renouer aussi avec il existe des arts majeurs et des arts mineurs. Il y a beaucoup de philosophes ou d'auteurs qui ont théorisé ces trucs-là, qui ont essayé de dire qu'est-ce que ça serait des arts majeurs, qu'est-ce que ce serait des arts mineurs. Ben, je propose moi aussi de redéfinir ça. Et ça me paraît important parce que la capacité d'artiser, c'est notre capacité à créer de la valeur, à créer du sens, mais aussi à créer des aliénations, à créer des perversions. Donc il y a de la responsabilité qui va avec, tu vois. Et pour moi, quelqu'un qui fait du pain ne peut pas se tromper. Il ne peut pas être en train de créer un truc pervers ou un. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a certaines formes d'art, artisanat y compris. Oui. Je pense à la cuisine, par exemple, le fait de cuisiner un bon repas. On peut pas se tromper quelque part. Évidemment, on peut toujours le faire depuis une forme de sacrifice, mais il y a certaines activités comme ça, certains faire, on oppose souvent être et faire, tu vois. Pour moi, il y a certains faire qui sont des débordements de l'être. Et quitte à être forcément qu'on doit déborder dans quelque chose, eh bien, pour moi, soit on déborde dans de l'art majeur, soit on déborde dans de l'art mineur. Et l'art mineur, ça va être des trucs qui peuvent au fond n'avoir aucune valeur. Et même avoir une valeur négative ou apporter plus de mauvais que de bon. Tu vois. Je pense par exemple à un mauvais film. C'est méchant ce que je dis là. Un film vraiment mauvais, ça a fait perdre du temps à tout le monde. Même le réalisateur est pas content du film, les spectateurs non plus, les acteurs sont déçus, tout le monde s'est fait chier. Vraiment un mauvais film, voilà. Euh, tout le monde a été sacrifié. Et bah, peut-être, pour revenir sur cette idée d'épuration culturelle, il serait bon de supprimer ce film, enfin de vraiment prendre le parti adulte, de retirer du monde pour qu'il n'y en ait plus aucune trace et pour peut-être laisser de la place à d'autres trucs. Donc tu réhabilites l'autodafé. Brûle ce film que je ne veux voir.
Ouais, ouais, je renoue avec ça, ouais. Ce que j'entends par rapport au pain, c'est aussi symboliquement à quel point c'est la nourriture simple, accessible et qu'on peut partager. Et symboliquement, dans les religions, parfois, il y a le partage du pain, justement. Comme tu dis, tu peux pas te tromper. Au-delà même de ta pratique, de ce que tu trouves de plaisir sur le moment, de jouissance sur le plaisir, de tranquillité, de tu sais même pas comment ça marche, c'est magique, il y a la levure qui fait son effet. Il y a aussi ce qui va s'en suivre après et tu peux t'en réjouir d'avance et même en plus en jouir de tes papilles avant même d'avoir ton pain. C'est ton pain, c'est pas n'importe quel pain. J'entends tout ce que tu y mets à l'intérieur et tout le et l'intérêt, tout le symbolisme évidemment, mais l'intérêt de ce symbolique, c'est pas vide du tout, c'est très parlant. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir tester cette aventure? Des gens qui t'ont parlé de ça ou comment c'est venu à De faire toi? de quoi faire du pain? Ouais. Ah, bah, c'est un pote à moi, Fabien de la chaîne, Épanescence. On s'était vu une fois, il avait ramené du levain et il m'a dit: «Ah, tu veux? Avec ça, on peut faire du pain». Je fais: «Ah, vas-y». Voilà, c'est parti comme ça. Il m'a filé la recette sur un bout de papier, puis et depuis, je nourris ce levain quotidiennement et je fais mon propre pain. Donc il y a de la curiosité qui t'a amené à dépasser, ce que tu savais faire déjà? Ouais, il y avait pas que ça, il y avait aussi du kéfir et du kombucha Alors que j'ai commencé à faire, mais j'ai pas réussi le ah! kombucha. Le kéfir, j'en fais de temps en temps. Je découvre en ce moment le plaisir de travailler avec des matières organiques, vivantes, qui prolifèrent et qui du coup sont abondantes, avec de la matière abondante. C'est-à-dire que la matière, c'est plus que de la matière, le lendemain il y en a un peu plus. Ah, ça veut dire qu'il faut le bouffer. Ah, ça veut dire que, tu vois, faut en faire un truc. Et j'aime bien ce truc-là. C'est magique? C'est magique. L'enfant est heureux? Bah ouais, parce que moi je peux avoir tendance à être vachement dans une comptabilité Ouais. et par conséquent, tout ce qui dépasse la compta, c'est que du bonus, c'est que du bonheur. Ouais, il y a un truc magique pour moi, c'est mon cerveau comprend pas, donc j'adore. Au-delà du rationnel. Waouh! Ouais. OK, super. Ce que ton cerveau ne comprend pas, du coup, voilà. Ouais, ouais, OK. Et t'as les yeux qui s'allument à ce moment-là. J'ai envie de rester sur ce beau sourire que tu m'offres, en espérant que le moment t'ait permis de montrer d'autres parts de toi, d'autres visions, puis peut-être de compléter certaines choses. Je veux vraiment te remercier avec la plus grande des sincérités sur ce voyage que tu as partagé avec nous et dans la plus grande improvisation de bah, tu ne savais pas où on allait, tu nous as fait confiance et on a marché ensemble bah, pas loin de 5 heures sur un chemin. Et c'est une preuve de confiance qui pour moi a du sens, qui pour moi est importante du fait que tu peux être bien accueilli, qu'on peut te vouloir du bien. C'est comme ça que je vis mes interventions avec les invités, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, on est là pour dialoguer ensemble et c'est pas nécessairement pour chercher du buzz, même si les mots ont un sens, même si les mots sont symboliques, même si le mot de salope et de connard ont tout un tas de choses qu'ils véhiculent. Je sens que derrière cette provoque que tu apprécies, tout comme moi et peut-être Mathieu aussi, il y a un grand cœur. Voilà, Ah bah ça me touche beaucoup et bah, j'ai beaucoup apprécié cette deuxième interview du coup aussi. Je te remercie Gaëtan. avec plaisir. Et puis je te dis à bientôt et bonne soirée. À bientôt. Merci aussi pour tes émotions qui me touchent beaucoup. Voilà. Bah, écoute, j'essaye moi aussi de me mettre à nu en parlant même devant une caméra et c'est un Mmh. grand C'est chemin quelque chose. par rapport à, ouais, Ouais, par ouais, rapport alors à qui je suis et qui j'étais, ouais. peut-être un petit mot là-dessus. C'est Vas-y. c'est via l'échec de Hawkins que j'ai découvert ça aussi. C'est marrant parce que c'est un outil d'un auteur que je considère comme un peu perché, mais et pourtant c'est un des outils les plus pertinents que j'ai trouvé. C'est-à-dire que au-dessus du courage, tu as l'écoute qui demande du lâcher prise, et au-dessus de l'écoute et du lâcher prise, tu as l'expression. Et l'expression, c'est ce qu'on est en train de faire là, tu vois. Et cette expression, elle donne un nouveau mode de vie qui n'est plus basé sur l'intimité à protéger d'un monde qui serait méchant, mais qui est basé sur une extimité de rencontre. Et cette extimité-là, c'est ce que je
propose aussi sur ma chaîne, parfois en partageant ma vulnérabilité ou parfois ma puissance aussi. C'est un truc que j'aimerais bien populariser parce qu'il y a des vertus même curatives à l'extimité, parce que c'est comme si on muait comme un serpent, c'est comme si on se défaussait de notre ancienne peau pour pouvoir renaître, tu vois. Et donc plus on le fait, plus on se sent bien, je trouve. Je trouve que tu en Donc, parles très bien. Ouais. donc je suis content que ça te fasse cet effet-là aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Comme je disais, l'ancien moi et le moi de maintenant, c'est effectivement cette peau. Ouais, ouais, la notion de phénix à plusieurs moments de nos vies et on se débarrasse de certaines choses. Même si on ne sait pas exactement, peut-être pour moi en tout cas, quelle est la forme de la mue aujourd'hui, elle Oui, c'est ça qui sera est sans doute terrible. à abandonner un jour. C'est ça qui est terrible. On sait jamais ce qu'on va devenir quand on mue. C'est effrayant. Et pour autant, il y a toujours quelque chose, tu vois. Mais égotiquement, ça fait peur, ouais, bien sûr. Abandonner quelque chose, oui, pour moi en tout cas, c'est pas anecdotique. Parce qu'il y a toujours ce côté, ça a été construit, si c'était là, ça servait à quelque chose, donc abandonner quelque chose, même des croyances, c'est loin d'être confort. Et pourtant, essayer de développer malgré tout la confiance dans le fait qu'il y aura quand même quelque chose. Je serai quand même quelque chose après pour autant. Même si sur le coup, cette impression, c'est que tout est à vif et que l'intensité, peut-être des sensations, des ressentiments ou des sentiments, augmente à ce moment-là. En tout cas, c'est expérientiel. Et puis merci de parler de tout ça, parce que j'espère que pour les gens qui nous regardent, ils peuvent se sentir peut-être, je sais pas, moins seuls ou connectés ou curieux. Voilà, allons savoir. Mais pour le cas, alors on parle de ce qu'on vit, et c'est d'où je parle, après tout, parler de ces expériences, ça nous rend, par rapport à la peur de l'imposteur, ça nous rend pertinent, puisqu'on parle juste de nous. C'est ça. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup Trigger pour ta confiance et pour cet échange profond, sincère, avec vraiment beaucoup de découvertes et de terrains un peu explorés pour ma part. Donc je te remercie beaucoup pour tout ça. Bah, merci à toi, Mathieu, pour la générosité de ton invitation et de ton accueil et ta chaleur humaine. C'était très agréable de discuter avec toi et j'ai pas vu le temps passer. Et ben il en est de même pour moi. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut! Thank you.